Tome 1, chapitre 9. Il m'a été très difficile de reconstituer les derniers jours qui précédèrent le départ de Mab d'Adougou. Djibril, parce que la douleur du départ était toujours présente, refusa catégoriquement de m'en parler. C'est Salama qui me raconta comment celui-ci avait d'abord tenté de dissuader Mab de partir, puis sa visite subreptice, de nuit, à Ousmane Amadou pour lui demander son intervention par quelque sortilège ou sacrifice aux ancêtres dont il aurait le secret. Sa démarche resta vaine. Quand il finit enfin par admettre qu'il s'agissait pour Mab d'une évidence vitale et que son choix était inébranlable, il s'évertua à reculer son départ. « Passe donc ton baccalauréat d'abord, tu auras plus de chances de trouver un travail là-bas. Laisse-moi le temps de faire quelques économies que tu puisses emporter. » Mais rien n'y fit. Le matin du 22 janvier, ne voyant pas Mab au petit déjeuner comme d'habitude, Djibril, inquiet, entra dans sa chambre. Mab était parti, sans avertissement. Sur sa table, il avait laissé 4 longues lettres. L'une pour Djibril et 3 autres à faire parvenir à son destinataire. Pour Fatouma, Zoroastre et Mandjakou. Aucun des cannes ne voulut m'en révéler la teneur. « C'est trop intime, me disait-il. Cela ne peut figurer dans ton livre, c'est du domaine de nos âmes. » J'ai seulement pu lire les derniers textes qu'il rédigea sur l'un de ses cahiers, le numéro 12, juste avant qu'il ne les confie à Djibril, quelques jours avant son départ. « Garde-les-moi, Djibril, nous les lirons ensemble, avec Adou, bientôt. » J'en citerai seulement un. Il révèle, me semble-t-il, qu'à l'idée de partir, la nostalgie de son village et le souvenir de Fatouma, qui vieillissait, lui furent sans doute douloureux. J'appris plus tard que Mab, s'inquiétant de sa santé déclinante lors de leur dernière rencontre, Fatouma lui promit de l'attendre. « Ne t'inquiète pas, mon garçon, je serai encore là, lors de ton prochain retour. » Le voici. Mon village n'a pas de nom. Il est bien trop petit. Quelques maisons de torchis, criblées de fissures, vestiges des courroux de divinités offensées, s'étreignent et se rassurent autour de son fétiche respecté. Mon village n'a pas de rue. Seules les empreintes de pas, chaque jour renouvelées, ébauchent un sentier étroit qui ne sait où il va ni d'où il vient, remodelant sur le sol rouge les paroles fuyantes du griot tombé en fine poussière. Mon village est farceur, il disparaît vers midi dans les brumes de chaleur, comme pour dire aux téméraires qui le cherchent encore que l'heure est au repos. Puis réapparaît sans prévenir, surpris que l'on s'en étonne. Mon village est dans ma tête, refuge nocturne de mes rêves. Seul, il est mon compagnon. Malade, il est à mon chevet, fatigué. Il me donne sa force. Rejeté, il m'ouvre ses bras. Mélancolique, il chante pour moi. Et quand j'aime, il fait danser les masques. Mon village est dans mon cœur. Mes frères de jeu s'y cachent, habiles jongleurs de canettes cabossées, grands chasseurs de termites acidulés, complices de la cora finaude et du djembé persifleur, improvisant une musique enjouée pour étouffer les larmes de l'absence. Mon village est espiègle, caché au cœur des branches du vieux baobab interdit, les enfants délurés et goguenards, singes de la couleur du sorcier, réveillés par le gecko malicieux, surgi à l'heure de la sieste, par un obscur orifice de la vieille case. Mon village est bavard. Les vents emportent les bruissements des ancêtres avisés et prudents, qui grondent et me rassurent comme un grand frère attentif. J'entends leurs paroles qui goûtent de l'arbre sacré et se répandent en jouant à terre leurs partitions étranges. Mon village est le dernier rendez-vous. Ma mère, courbée et vaincue, m'y attend, sereine et douce, avant de libérer la pirogue sur le grand marigot sacré, guidée par le vieux silure blanc vers le lac bleuté, où l'eau si claire apaise les âmes tourmentées. 5 heures de route déjà. Cahoté, bringue-ballé, commotionné de toutes parts, victime des soubresauts incessants de la V403 bâchée aux amortisseurs anémiés, les 15 occupants, agglutinés comme des fibres de coco tressées, tentaient tant bien que mal de s'accrocher aux ridelles pour éviter de se voir éjectés du plateau de la Peugeot. Une jeune femme enceinte hurlait sa peur, les autres la taisaient, les dents serrées, le visage fermé. Un homme fut soudain expulsé au passage d'un nid de poules particulièrement profond et ne put rattraper la voiture qui poursuivit sa route impitoyable et indifférente. « Où il fait la peau dit qu'on s'arrête à cet enfoiré de chauffeur » crut entendre Mab. Tous les yeux convergeaient vers le sac du malheureux,
mais personne n'osa lâcher prise, de crainte d'être à son tour passé par-dessus bord, si bien que c'est le sac lui-même, sans doute fâché de cette apparente indifférence, qui profita d'une secousse particulièrement brutale pour basculer sur la piste défoncée et disparaître aussitôt dans un trou de poussière et de sable. Des vagues incessantes, de terre soulevées par les roues arrière, pénétrées sous la bâche, que la chaleur empêchait de fermer totalement, fagotaient les corps tressautants et anéantis d'une tenue de camouflage, tissée de sueur, de sable et de latérite. Peau grimée d'ocre sale, cheveux gominés de transpiration épaisse, vêtements ridés de vagues de terre, les yeux brûlés par le sable et la fatigue, dépecés des derniers lambeaux de dignité et d'humanité qui subsistaient sur leur visage à présent masqués. Tous s'abandonnaient impuissants aux fureurs de l'instant. Un jeune homme à moitié assis, à moitié debout, à la droite de Mab, luttait contre les convulsions de son estomac, la bouche grimaçante. Sa main droite s'agrippait au bras de Mab avec une telle force qu'il en garda longtemps des marques profondes sur la peau. La jeune femme était au bord de l'évanouissement, un vieillard maigre comme une tige de mil, sur le point de lâcher prise, quand la 403, après 3 dérapages successifs, faillit se coucher sur son flanc droit. 2 pneus éclatèrent en même temps. La voiture zigzaga en bondissant sur une 50aine de mètres pour s'arrêter au bord de la piste ensablée, fumante, hoquetant de colère, avant de se taire, déconfite. Tandis qu'un tsunami de poussière finissait de fouetter les occupants atterrés, le silence recouvrit ce petit bout d'humanité d'une lourde chape d'angoisse. Les corps dégoulinaient de sueur, les mains crispées tremblaient. Chacun retenait encore son souffle. « Putain de piste, salope de bagnole !» Le chauffeur furibond, sans passer un instant que sa conduite pouvait être en partie responsable des événements, s'extirpa le premier de la 403, secouant son pantalon poussiéreux et essuyant d'un revers de manche douteux la transpiration abondante qui lui dégouttait du front. « Allez, descendez tous et fichez-moi le camp !» Les 14 sortirent doucement du cauchemar. L'un vomit à peine sorti, l'autre se tâta pour voir si tout y était. La jeune femme pleurait. Le vieil homme dut être porté pour descendre. Mab avait la tête qui tournait. Il fallut une bonne dizaine de minutes avant que l'un des hommes, un grand gars costaud, le seul apparemment conscient de la réalité, ne s'insurge. « Nous avons payé pour que vous nous emmeniez jusqu'à la frontière. Alors vous réparez et vous nous conduisez jusqu'au bout. » « Il n'en est pas question, je n'ai qu'une eau de rechange. Elle ne pourra être dépannée dans la soirée. » « Dans moins de 5 heures, la patrouille militaire va passer par là. Il est hors de question qu'il me trouve ici avec vous. Et ce n'est pas votre intérêt non plus, à moins que vous ne vouliez retourner à Oudougou pour y visiter sa prison. Alors foutez-moi la paix et déguerpissez. De toute façon, nous ne sommes plus qu'à 5 kilomètres. Vous suivez la piste et 500 mètres avant la frontière, sur la droite, à 50 mètres à peu près, vous verrez des restes de bâtiments, dont jamais personne n'a su pourquoi ils étaient là, ni à quoi ils avaient pu servir. Vous y trouverez un peu d'ombre et une cache pour attendre la nuit. Les 3 policiers du poste de garde passent leur journée à boire de la bière. Dès la nuit tombée, ils sont saouls et totalement assoupis. Vous pourrez passer la frontière, sans risque. De l'autre côté, vous n'aurez qu'à suivre les traces de camions. Ne vous en écartez pas, surtout. Le prochain point d'eau est à 25 kilomètres, et c'est le seul de la traversée des dunes. Alors si vous le loupez... Le chauffeur s'éloigna de quelques pas pour téléphoner à l'aide de son portable. Au bout de 3 minutes d'une conversation animée, visiblement rassurée, il sortit une natte vaguement pliée sous le siège du conducteur et s'allongea à l'ombre, sous la 403, entre les 2 roues encore valides, sans plus se soucier de ses passagers désemparés. Le petit groupe se mit en marche. Un pied, sans nul doute guidé par un ancêtre en colère, buta sur le sol, catapultant un jet de sable sur la forme allongée. Le visage maflu, la bouche encombrée, les yeux mitraillés, ébahis, son crâne heurtant violemment la caisse de la voiture, aveuglé, crachant, vitupérant, hurlant sa douleur, le chauffeur puni s'évertua à retrouver à tâtons sa bouteille d'eau, la déversa entièrement sur son visage, sans pouvoir évacuer tous les grains qui lui excoriaient méchamment à l'intérieur des paupières, trébucha, tenta de se relever, trébucha encore, et demeura à genoux, suppliant les alentours qu'au nom d'un peu d'humanité l'on vienne à son secours. Il pleurait. Sa bouteille renversée, abandonnait ses dernières gouttes au sol assoiffé. Le groupe s'était vite dispersé, chacun avançant à sa vitesse comme un automate, seul au monde, sous un soleil de plomb, sans que le moindre souffle d'air consente à venir atténuer les souffrances. La jeune femme titubait sur la piste brûlante. Mab, aidé d'un homme d'une 40aine d'années, vint la soutenir. Le trio ne rejoignit ses compagnons qu'au bout de 2 heures, exténué.
Les restes de bâtiments mentionnés par le chauffeur se résumaient à 3 murets de pierres sèches plus ou moins bancales, surmontés d'un treillis clairsemé de branchages secs qui n'offraient qu'une ombre spartiate. Mab observait ses compagnons. Leurs visages exhalaient leur douleur. Pas un nom, pas un prénom prononcé depuis le départ. Seulement toi, moi, il, elle. Ils s'automutilaient de leur propre identité. Était-ce le prix à payer pour reconquérir ailleurs une nouvelle dignité, ou simplement pour retarder un inéluctable rapatriement en cas d'arrestation? Ou encore un rituel, un passage obligé, se dépouiller de tout, en quelque sorte mourir pour mieux renaître? Il eut envie de leur crier: mais retournez, retournez d'où vous venez. Vous ne rencontrerez que l'humiliation, les vexations, les blessures de l'âme. Vous volerez. L'Occident que vous imaginez n'est qu'une illusion. Mais dans leur regard, il eut une détermination égale à la sienne. Et il comprit qu'ils étaient frères et sœurs embarqués sur la même route, la route du rêve. Il lui revint une phrase récemment lue. On ne se retourne pas quand on marche sur la corde du rêve. Alors il se tut. La jeune femme respirait maintenant avec peine. Son visage n'exprimait plus rien. Ses deux mains formaient un calice qui semblait offrir son ventre aux dieux insensibles. Elle se leva subitement, haletante, poussa un petit cri à peine audible, tituba à l'extérieur, tomba à genoux, puis silencieuse, tout doucement, bascula sur le front. Elle resta ainsi en équilibre quelques secondes, puis s'effondra. Un jet de sang jaillissait d'entre ses jambes, que le sable et le soleil se disputaient déjà farouchement. Mab voulut se lever, mais un bras le retint. C'est inutile, c'est fini pour elle, lui souffla le vieil homme. Mab le repoussa et se précipita vers le corps supplicié. La jeune femme ne respirait plus. Il revint s'asseoir. Il tremblait de tous ses membres. Tous, hypnotisés, fixaient ce corps sans vie, victime misérable et sans défense, immolé aux dieux féroces du désert. Mab sentait la faim lui tordre le ventre. Ce n'est qu'en fin de journée qu'il osa ouvrir son sac, contenant quelques boîtes de sardines et tout le pain qu'il avait pu trouver chez Djibril. Tous les yeux convergèrent vers lui. Gêné, il se débrouilla pour n'en extraire qu'un crouton sec. Il lui fut impossible de le porter à sa bouche. Deux hommes se levèrent. De leurs mains nues, ils creusèrent. Le corps inerte de la jeune femme fut rapidement dissimulé sous le sable. Chacun put alors entamer son maigre repas. Harassé, Mab s'endormit. Le corps d'Adou, fortement secoué, était sur le point de céder aux tentatives de plus en plus efficaces des appendices voraces du tourbillon. Adou, doucement, tourna la tête vers Mab. Il eut dans ses yeux sa détresse, un léger mouvement des paupières, comme un adieu. Mab fut réveillé par une sensation de froid. Il était 2 heures du matin. Il observa autour de lui, inquiet. Personne. Il était seul. Ses compagnons l'avaient abandonné en emportant son sac et ne lui avaient laissé qu'une bouteille d'eau à moitié vide. Sous un monticule de sable, une main dépassait. Ses doigts caressaient les rayons de lune, jouant sur ses cordes illuminées, une musique sacrée. Il fut sur le point de renoncer. Il se prit à parler à voix haute. « Adou, tu es proche, je le sens. Je ne t'abandonnerai pas, je marcherai jusqu'à 9 heures du matin pour éviter les grosses chaleurs. Je ferai bien 20 kilomètres. Je trouverai un arbuste pour m'abriter et attendre le soir. Je rejoindrai alors le puits, on y trouve toujours des nomades qui viennent s'y abreuver. Je connais leur hospitalité. Ils me donneront à manger, je reprendrai des forces pour continuer. Allez Mab, il faut y aller. 20 minutes plus tard, Mab franchissait la frontière. Face à lui, l'ombre combinatoire de la colline au mirage semblait le défier. Il lui fut difficile de trouver des traces de camions. Un léger vent rasant, coutumier dans ces déserts à ces heures, virevoltant dans un sens puis dans un autre, soulevait de petits nuages de sable qui effaçaient les traces, en imaginait d'autres, refaisait apparaître les premières pour les effacer à nouveau, dans un incessant balai moqueur et diabolique. Il fallait être très attentif, et la nuit ne facilitait pas les choses. Mab hésita, puis, convaincu d'en tenir une, décida de la suivre, en observant constamment à quelques mètres devant ses pieds, afin de n'en jamais perdre la continuité. Le vent rageur lui emplissait les chaussures de grains de sable qui lui écorchaient la peau de la plante des pieds.
Il finit par ôter ses chaussures, qu'il accrocha à sa ceinture avec un lambeau de tissu arraché à sa chemise. De temps à autre, une bourrasque plus véhémente l'aveuglait au point qu'il devait fermer les yeux, s'arrêter, puis chercher à nouveau la trace à suivre. « Adou! Adou! Adou !» répétait-il à voix haute. La fatigue gagnait, insidieuse, perfide. Mab marchait depuis 4 heures, et les premiers rayons du soleil installaient les prémices d'une chaleur oppressante. Par souci d'économie, il ne se mouillait les lèvres desséchées que lorsque la brûlure devenait trop pénible à supporter. Une gorgée d'eau par heure, pas plus. « Adou! Adou! Adou !» répétait-il à voix haute. Il croyait marcher vite. Ses pas étaient lents. Il avait faim, il avait soif. La bouteille bien entamée lui semblait lourde. Il la passait d'une main à l'autre. « Adou! Adou! Adou !» répétait-il à voix haute. La température rendait le sable de plus en plus mou. Le pied s'enfonçait parfois profondément, tirant sur la cheville douloureuse, sans prévenir. « Adou! Adou! Adou !» répétait-il à voix haute. Les premières flèches du soleil lui chauffaient la nuque, lui brouissaient le corps. Il avançait prisonnier de sa décision, car le désert en ces lieux n'offre aucun abri. Il n'était plus question de s'arrêter à 9 heures. Il fallait atteindre le puits. « Adou! Adou! Adou !» répétait-il à voix haute. Son regard divaguait. Il ne cherchait plus la trace de camion, il avançait. La chaleur était à présent suffocante, accablante. Il but une gorgée d'eau, puis une deuxième. La bouteille était vide. Il s'arrêta, la regarda, la lança au loin et il rit encore. Puis son rire se transforma en pleurs. « Adou! Adou! Adou !» répétait-il à voix haute. Il reprit sa progression. La dune était bien haute, il s'enfonçait parfois jusqu'aux genoux, trébuchait. Il pleurait, il rampait, se relevait, trébuchait encore. « Adou! Adou! Adou !» répétait-il à voix haute. Il parvint au sommet. Une autre dune, une suivante, et encore une autre. Avancer, avancer, toujours avancer. Adou n'était pas loin, il le savait. Il le sentait. Adou! 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 Répétait-il à voix haute. Il s'écroula, resta au sol haletant, cherchant sa respiration. Le sable brûlait. Là, derrière cette dernière dune, il rampa, se releva, rechuta. Il ne pleurait plus. Il ne transpirait plus. Le soleil lui avait volé toute son eau. Adou! 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 Répétait-il à voix haute. Encore quelques mètres. Son regard dépassa la crête. Là, tout près, une immense étendue d'eau bleutée. Sur la rive, un corps allongé. La jeune fille dormait près des eaux calmes du lac. Une barque légère dansait au son des clapotis familiers d'une eau bleutée, bercée par une brise apaisante. Un cordage attaché à la proue de l'embarcation dessinait un tourbillon à la surface de l'eau, autour duquel un vieux silure blanc, patient, semblait attendre la fin des temps. Les cheveux de la jeune fille épousaient le mouvement des dunes, étalant jusqu'à l'horizon leurs lianes désordonnées. Une source jaillissait de son corps, nourrissait une tache écarlate qui s'infiltrait dans le sable et atteignit la rive pour s'y noyer en filaments dorés. Mais le tourbillon étendait imperceptiblement ses tentacules, s'emparait déjà de ses fibres mordorées, s'y agrippait pour s'approcher de la berge et grondait son plaisir devant la proie convoitée, toujours endormie. Mab hurlait son nom, Adou. Il se rua vers elle, mais à chacun de ses pas, elle semblait s'éloigner. Il s'arrêta, épuisé. La dune, dévoreuse insatiable, se fit alors hypocritement tendre, l'absorba doucement, mais inexorablement. Immobilisé, il voyait impuissant le tourbillon frôler maintenant le corps mouillé, l'envelopper avec gourmandise. Le sable crissé dans sa bouche, asséché, métamorphosait ses cris de détresse en un râle moribond. Terreur noircissait le ciel. Le lac était rouge sang. Les tentacules brésiliantes enlaçaient le corps d'Adou. De leurs 1000 doigts laborieux grattant le sable, appliqués à creuser une tranchée où s'engouffraient déjà, gouailleurs et féroces, les premières turbulences rageuses. Elle s'affairait à arracher la frêle jeune fille de l'emprise têtue du sable. Les yeux à demi clos de Mab devinaient, sous ses coups de boutoir, les premiers tresseaux de l'abandon. Ses lèvres racornies ne laissaient plus qu'un mince fil de vie pénétrer ses poumons. Le moindre mouvement le condamnait encore un peu plus irrémédiablement. Il tenta de s'extraire de son piège.
les bras bien à plat sur le sol, sa bouche s'emplit de sable, il étouffait. Le corps d'Adou, fortement secoué, était sur le point de céder aux tentatives de plus en plus efficaces des appendices voraces du tourbillon. Adou, doucement, tourna la tête vers Mab. Il lut dans ses yeux sa détresse. Un léger mouvement des paupières, comme un adieu. Mab tendit les mains dans un dernier effort. Il ferma les yeux. Des voix familières l'exhortaient à se relever. Tandis que Zimba Traoré le tirait vigoureusement par les épaules, face à lui, au travers de ses paupières douloureuses, à peine entr'ouvertes, il reconnut Zamboura, qui agitait son bâton sans trouver de postérieur à tambouriner. Oudos, qui creusait le sable de ses deux pattes avant, pour dégager son maître plus vite que jamais, s'attaquant ce jour-là au record du monde canin de la spécialité. Ils étaient tous là, tous, pour encourager Mab de la voix et lui tendre la main. Ses trois copains, Kojo et son djembé, Blaise et son balafon, Amadou et Sakura, qui improvisaient un air joyeux et entraînant. Barka, qui serrait dans ses bras la petite Manon, riant de bonheur. Amadou Tiembé, qui avait fait le déplacement accompagné d'une nouvelle et jeune protégée, et cherchait les mots pour un discours. Bakwayoko Djibril, Salama et Djalil, qui l'encourageaient en tapant en mesure dans leurs mains. Même Tirembe Amadou, le forgeron, qui était venu apparemment sobre. Samba Traoré et son Salam, Issa et sa belle voix, Djendai et sa Senza, qui rivalisaient d'improvisations plus fantasques et inventives les unes que les autres. En retrait, Tchèque Alibab, Amédélal et Crocos, le vieux chien, observait, visiblement satisfait. Fatouma, suivi de son ami Amida et de Mandjakou, prirent les mains de Mab et l'accompagnèrent sur la rive du lac. Ils lui souriaient. Mab tituba ainsi jusqu'au près d'Adou, s'agenouilla et délicatement la souleva dans ses bras. Instantanément, le tourbillon disparut. Le lac retrouva son calme et sa belle couleur bleue. Il se retourna. Tout son village dansait sous la houlette du chef Ousmane Traoré et de son cousin Amédée. Ousmane Amadou, toujours aussi impassible, fumait tranquillement sa pipe. Il s'avança et indiqua à Mab la barque qui attendait. Retenu par Zoroastre, qui hochait la tête, approbateur. Mab s'assit au fond de l'embarcation et déposa Adou près de lui. Il lui caressa longtemps les cheveux. Quand elle ouvrit les yeux, elle éclaira le ciel de son sourire. « Te souviens-tu, Mab, tu m'avais promis un vrai baiser. » Leurs lèvres se joignirent. La barque, tirée avec douceur par le vieux silure blanc, voguait déjà loin du rivage qui avait disparu de l'horizon. Journal Le Renouveau, 24 janvier. Le corps d'un jeune homme a été retrouvé hier soir par une patrouille non loin de la frontière, au-delà de la colline au Mirage, à 500 mètres de la piste, 6 kilomètres avant le puits de Yakar. Vraisemblablement égaré, le jeune migrant a dû mourir d'une insolation ou de déshydratation. Il ne possédait aucun papier d'identité. On a seulement retrouvé dans la poche de sa chemise un bout de crayon avec une inscription incomplète gravée à son extrémité. T-O-U-M-A. Ainsi qu'une montre brisée à son poignet, une montre de marque Lip au cadran orangé qui indiquait 23 janvier, 12h11. Sans doute la date et l'heure de la mort. Curieusement, il portait ses chaussures, des baskets gris et blanc usagées, attachées à la ceinture. Toute personne qui pourrait aider à l'identification est priée de se présenter au journal, ou directement à la gendarmerie d'Adou. Fin du chapitre 9 du tome 1.